Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire, vous savez comme d'habitude, sur les crypto-monnaies. Donc j'ai commencé par le Bitcoin, avec les ETF notamment, les articles, etc. à vous passer pour vous présenter, écoutez, où on en est au niveau de la macroéconomie sur le Bitcoin. Et je vous donne bien sûr, comme d'habitude, mon avis personnel qui n'engage que moi et mes sources, mais pourquoi je me base sur cette analyse-là pour vous faire donner mon avis. Et puis aussi, d'ailleurs, après, j'aborderai tout ce qui est les projets crypto, comme d'habitude, avec VeChain, notamment une mise à jour des informations, notamment Chainlink, tout ce qui est en lien avec le RWA, donc Ondo Finance, Plume, XRP, Ripple, voilà, tous ces genres de projets qui sont en train vraiment de construire un maillage de la tokenisation d'actifs qui est assez impressionnant aujourd'hui quand on met les informations bout à bout. Donc vous allez voir, je vais vous mettre tout ça en évidence, c'est assez incroyable. Et puis en fin de vidéo, j'aborderai tout ce qui est actualité crypto plus générale en lien avec le RWA toujours, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est assez édifiant. On a un ensemble d'événements et d'actualités qui tombent et toutes sont en lien de façon directe ou indirecte avec la tokenisation d'actifs dans la sphère crypto. Voilà. Et même dans la sphère traditionnelle désormais, tellement le narratif est puissant. Bon, et donc en fin de vidéo, je finirai par le cours de l'or, comme d'habitude, mais là j'aborderai également l'hyperinflation de la République de Weimar. Je pense que j'en ai déjà parlé beaucoup dans mes précédentes vidéos il y a longtemps, mais là je vais refaire une petite piqûre de rappel parce que je pense qu'aujourd'hui c'est important de rappeler quand même l'essence même de l'or, parce que je vois de plus en plus en fait des personnes qui injectent de l'argent dans l'or sans savoir réellement qu'est-ce que c'est l'or. C'est-à-dire que c'est pour gagner de l'argent, mais en fait, vous ne gagnez pas de l'argent avec l'or. Je vais vous rappeler pourquoi et comment, en fait, quelle est l'essence même de l'or. Voilà, c'est pas du tout dans l'objectif comme la crypto de gagner de l'argent, c'est l'objectif de se défendre. En fait, l'or, c'est un portefeuille défensif et je vous rappellerai comment et pourquoi. Bon, allez, écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like déjà pour commencer la vidéo, pour supporter donc ma chaîne, ma vidéo. Également à vous abonner parce que plus on est de fous et plus on rigole. Également, je vous remercie au passage pour également tous les likes, tous les commentaires, tous les messages en privé que j'ai reçus. Vraiment, c'est sympa, pousser à continuer en tout cas. Donc toutes les personnes là qui font ça, sentent, voilà, je vous remercie. Du fond du cœur, ça fait plaisir. Allez, je continue, c'est parti. Donc je passe au rapport de Fartech Investor sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, regardez, c'est vrai que cette semaine, malheureusement, on a eu un peu la douche froide de la part des institutionnels parce qu'on a plus de flux sortants que de flux entrants. Vous voyez que là, du 23 octobre au 28 octobre, on a eu que des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Et par contre, les 29, 30 et 31, ça a été vraiment le massacre, le bain de sang, puisqu'on a eu 1 milliard au total de dollars en 3 jours de flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Alors après, voilà, est-ce que c'est grave? Encore une fois, non, c'est juste, voilà, des phases de correction du marché et même les institutionnels, en fait, prennent à un moment des profits. Bon, donc vous ne pouvez pas avoir que des flux entrants tout le temps à l'infini sur des marchés, c'est impossible, même sur le marché de l'or, par exemple, en ce moment, il corrige. Bon, c'est normal. Et donc, même les institutionnels doivent à un moment prendre des profits. Ils ne vont pas uniquement faire de l'achat massif tout le temps. Bon, donc est-ce que c'est la fin du monde? La réponse déjà, c'est non. Parce qu'en plus de ça, vous avez toujours quand même des chiffres édifiants. C'est que vous avez 61,15 milliards de dollars injectés au total sur les ETF Bitcoin Spot. C'est une énormité. Voilà. Donc on est un des marchés l'ETF Bitcoin, c'est un des marchés ETF les plus fulgurants, les plus positifs et les plus rémunérateurs pour les gestionnaires d'actifs de l'histoire. Je rappelle quand même. Donc, pour ça, et pourquoi je rappelle cet aspect-là, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je vois un peu le comportement et le sentiment de la cryptosphère, ou même sur les réseaux, sur les groupes de conversation crypto, j'hallucine. J'hallucine parce qu'on a un Bitcoin qui est quand même autour des 110 000 dollars. On a l'impression que tout le monde pense que c'est le bear market, c'est la fin du monde pour le Bitcoin. Alors que, on a exactement le même comportement, le même sentiment de marché que quand on avait un Bitcoin qui était à 10 000 dollars et qu'il avait retracé à 8 000 dollars, quoi. Voilà. Donc c'est là où on voit quand même que il est hyper important, je rappelle, que vous ayez votre propre stratégie. C'est si vous rentrez dans un marché, mais que ce soit crypto ou autre, ou immobilier ou boursier, il est important que vous ayez vraiment votre propre stratégie et que vous basiez en fait vos fonds sur des fondamentaux et pas sur uniquement des prix. Parce que si vous misez votre stratégie uniquement sur les valeurs des prix, forcément dès que ça baisse, votre émotion elle va être boum, elle va exploser. Vous allez faire exploser en vol en fait.
Et je rappelle que l'émotion, c'est l'ennemi numéro un de l'investisseur. Donc en fait, vous êtes, entre guillemets, vous-même votre pire ennemi dans l'investissement. Voilà. Donc c'est pour ça que, je rappelle, il est important que vous fassiez vos propres recherches toujours, de façon à ce que vous sachiez réellement dans quoi vous misez vos fonds. Donc regardez l'équipe, regardez les fondamentaux d'un projet avant d'investir, de mettre vos billes dedans. Comme ça, vous avez une stratégie, vous êtes plus soumis à l'émotion. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne garde même plus les prix. Voilà, c'est-à-dire que un moins 5, moins 10%, ça ne fait pas bouger une oreille parce que voilà, j'ai une stratégie et moi je vise le moyen long terme en fait. Voilà, donc après chacun, enfin c'est à vous de faire votre propre stratégie en fonction de votre personnalité, vos moyens, enfin les besoins du moment, etc. Voilà. Donc, pas dire mieux. Et puis sinon, bah écoutez, je vais continuer sur les ETF Ethereum. Et là, regardez, c'est pareil. Même sentiment, mais un peu moins fort que sur Bitcoin. Parce que là, vous avez regardé, sur les 3 derniers jours, donc 29, 30 et 31, vous avez en fait effacé, on a effacé les rendements, les gains du 27 et du 28 octobre. Donc, on a eu en fait une semaine qui est grosso modo annulée en termes de capitaux pour Ethereum. Et on reste quand même avec un global de 14,38 milliards de dollars injectés au total sur les ETF Ethereum Spot. Donc on est loin là aussi, bon, de la fin du monde hein, pour Ethereum. Et enfin, ce qui me fait dire que vraiment on est loin de la fin du monde, c'est également ça, c'est que là, ça y est, on a eu l'arrivée du bébé, là, le dernier Solana, avec cette fois de vrais ETF spot. C'est-à-dire que là, on a deux gestionnaires d'actifs maintenant qui ont mis en place réellement des ETF Solana à l'image au modèle des ETF Bitcoin existants et Ethereum. Et donc, on voit bien que là, par exemple, Bitwise et Grayscale, en une semaine, ils ont fait tout péter, là, les scores. Pendant que tout le reste, c'était dans le rouge, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des flux positifs de 199 millions de dollars cette semaine sur Solana. En seulement, donc, 4 jours. Voilà, donc on voit aussi également, là, c'est quelque chose qu'on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on n'a pas une rotation de liquidité tout simplement de la part des institutionnels qui ont injecté, en fait, qui ont retiré de l'argent du Bitcoin, déjà pour diverses raisons, pour prendre des profits, et même peut-être parce qu'ils ont eu le sentiment de peur, parce qu'eux-mêmes sont soumis à l'émotion, hein, je vous rappelle, et également Ethereum, pour injecter une partie de cet argent-là dans Solana. Puisque, là, si je continue, j'ai avec les articles maintenant, hein, voilà, de cryptost.fr notamment, l'ETF Solana Spot Bisol de Bitwise s'impose comme le meilleur lancement de l'année. Voilà, après des mois d'attente, 3 nouveaux ETF crypto spot viennent d'être officiellement lancés sur le marché américain ce 28 octobre. Et donc, Bitwise, donc le BSOL de Bitwise, comme je montré dans le rapport de Farside Investor qui est ici, là, vous voyez, je vous le mets en avant, eh bien, il a fait le meilleur lancement de l'année sur les ETF crypto. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose, donc on est très loin d'avoir un sentiment totalement bearish, et on voit que, en fait, c'est ça qui est étonnant, plus les institutionnels mettent de service, mettent leurs billes dans la crypto-monnaie, et plus on a l'impression que le global, le retail, la masse, en fait, se désintéresse, et je vais vous montrer comme ça, j'ai des indicateurs en plus Google Trend et tout, se désintéresse du marché crypto du Bitcoin. Donc on croit rêver, en fait. Voilà. Pour ça, moi j'hallucine quand je vois tout ça. Bon, et donc je continue toujours sur le Bitcoin avec des articles maintenant. Donc Bitcoin franchit les 300 milliards de dollars de volume spot en octobre. Donc un record encore une fois. En octobre, le marché du Bitcoin a confirmé sa vitalité malgré une forte correction des prix. Le volume spot a dépassé les 300 milliards de dollars, signe d'un retour vers des échanges au comptant et d'une réduction de l'usage du levier. Alors là, c'est peut-être pas très étonnant quand on voit qu'il y a eu 1,6 million de traders qui sont fait défoncer donc récemment, et qu'on a eu le flash crash en fait au niveau des effets de levier. Donc peut-être que je pense que beaucoup de personnes du coup, ont été dégoûtées de cet aspect-là, se sont fait avoir hein, quelque part, et donc sont revenus sur le marché réel au comptant du Bitcoin. Donc ça c'est très positif d'ailleurs pour le marché du Bitcoin. Voilà, je continue toujours avec Be In Crypto, et là c'est très intéressant. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, donc là c'est un article donc de Be In Crypto et qui fait référence en fait à un expert. Alors l'expert en question, c'est simplement le patron de Bitwise, une plateforme exchange, et donc le marché crypto déprime et c'est le signe de la victoire selon cet expert, donc le PDG de Bitwise. Et en fait, effectivement, donc l'expert en question, donc c'est Hunter Horsley, et qui déclare en fait que le décalage de sentiments qu'on connaît en ce moment sera un signe que la crypto a enfin gagné en maturité, tout simplement. Et donc c'est assez intéressant ce qu'il explique dans son analyse en fait, c'est qu'il explique qu'effectivement sur les réseaux sociaux, le sentiment il est catastrophique au niveau des crypto-monnaies en ce moment, tout le monde est en train de se dire ça c'est fini, c'est le marché baissier, etc. Alors qu'au final on n'a jamais eu autant
d'avancées des institutionnels et même de victoires au niveau de la régulation, notamment on le voit avec les stablecoins. Les stablecoins, ça y est, ils sont enfin régulés aux États-Unis. On a des institutionnels, des gouvernements qui disent OK, les stablecoins, la crypto-monnaie, on va le mettre en place. On va autoriser tout ça. Voilà. Donc on a un sentiment ultra méga bullish institutionnel par rapport à 2021. Et inversement, on n'a jamais eu autant de paradoxes avec un sentiment où la moindre baisse de 5% fait déprimer tout le monde. Ça, c'est étonnant quand même. Voilà, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, vraiment. Donc bon, c'est pour ça que, je dis, il est important quand même de dézoomer et d'avoir une stratégie pour justement encaisser ces sentiments émotionnels qui sont durs à encaisser, on est tout à fait d'accord, mais qui sont néfastes en fait pour le moyen long terme quand vous investissez dans quelque chose, en fait. Voilà, et là on le voit très bien à travers justement l'avis du PDG de Bitwise, qui lui y croit encore énormément, hein, qui dit que c'est que le début en fait, parce que ça y est, le marché crypto a gagné son pari, c'est-à-dire a gagné contre les gouvernements, la régulation américaine, etc. Voilà. Allez, je continue toujours avec notamment le Bitcoin. Là, cette fois, je vais passer, regarder à Coin Bureau, j'ai un tweet. Et donc, regardez-moi ce graphique de fou. En fait, c'est quoi? C'est le graphique qui montre la demande institutionnelle au fur et à mesure des années. Donc là, vous voyez qu'en 2020, par exemple, on avait 446 000 Bitcoins qui étaient achetés par les institutionnels pour 453 000 Bitcoins qui avaient été minés. En 2021, on a vu qu'au moment du pic du Bitcoin, on avait seulement 132 000 Bitcoins qui avaient été achetés par les institutionnels, contre 329 000 qui avaient été produits, minés, en fait, par les sociétés de minage. Et là, 2022-2023, on a eu le sentiment de bear market. Les institutionnels, on voit qu'il y a une grosse baisse de la demande au niveau du Bitcoin. Et pour le minage, ça a été toujours à peu près pareil. Les sociétés de minage ont produit dans les 330 000 Bitcoins annuels. Et enfin, 2024, l'arrivée des ETF, vous voyez, il s'est passé quelque chose. Quand je vous dis que 2024, c'est l'année charnière, on voit bien que là, la demande institutionnelle a explosé. On est passé à 913 000 demandes institutionnelles pour le Bitcoin, hein, en termes de nombre de Bitcoin, pour une baisse de la production, entre guillemets, hein, le minage de Bitcoin. Et enfin, 2025, je rappelle que 2025, ce n'est pas terminé. Mais actuellement, déjà en 2025, là, en novembre, novembre 2025, nous sommes déjà à plus d'1 million, parce que ça, c'est les rapports qui ne sont pas forcément mis à jour, c'était, vous voyez, au 27 octobre 2025. Donc là, on est quasiment à 1 million de Bitcoin, en fait, achetés par les institutionnels, contre une production de 136 538 Bitcoin, quelque part, enfin, minés, en fait, hein, mis en circulation cette année. Donc vous avez bien compris, quand je vous dis qu'on est en train d'assister en fait en temps réel à un choc entre l'offre et la demande, c'est pas pour rien. C'est que là, en une année, on a eu, rien que sur le niveau institutionnel, hein, je vous parle pas du reste, hein, je vous parle pas des gouvernements, je vous parle pas des gens du retail, de la masse, hein, du trading, du spot, des exchanges, etc. Hein. Non, non, non. Je parle juste des entreprises là. 1 million là. 1 million sur une année, ils en prennent du Bitcoin et on n'a même pas 36 000, enfin, on n'a rien qui... Voilà, vous voyez, donc il y a un problème, il y a vraiment un problème entre l'offre et la demande aujourd'hui, et en général, quand on a un problème entre l'offre et la demande, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des prix qui explosent à la hausse, et de façon fulgurante. Donc moi, je ne serais pas étonné que si on continue cette cadence-là, dans déjà quelques mois, au plus tôt peut-être, mais même avant, pourquoi pas, mais en tout cas dans quelques années ou plus tard, on va avoir une énorme explosion nucléaire des prix du Bitcoin. C'est logique, parce que là, rien que sur cette année, on n'a pas fini l'année, hein, donc on va dépasser, je pense, les 1 million, facile. Eh bien, en fait, on a un rapport de x10 entre l'offre et la demande, en fait, tout simplement. Donc imaginez dans 5 ans, imaginez dans 10 ans, si en plus la demande continue d'augmenter. Bon, pas sorcier, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de dézoomer vraiment par rapport à la situation macroéconomique et pas se focaliser sur en fait le court terme au niveau des prix du Bitcoin. Allez, je continue et là il y a autre chose voilà, qui me fait dire qu'effectivement on a une crise de liquidité qui est en cours là sur Bitcoin et qui n'est pas encore reflétée au niveau des prix. Eh bien c'est les réserves, j'avais montré la semaine dernière déjà, de Bitcoin sur les plateformes exchange. Là, je suis sur CryptoCount, vous voyez, et regardez, nous sommes à un niveau, donc vraiment très bas sur la courbe en bleu. On a encore, vous voyez,
perdu cette semaine, en fait, des bitcoins sur les plateformes exchange. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une razzia de bitcoins sur les plateformes exchange et c'est vraiment encore confiant, quoi. C'est la courbe ne cesse de diminuer au fur et à mesure du temps. Là, cette semaine, on a déjà perdu encore 100 000 bitcoins sur les plateformes exchange, apparemment. Ouais, c'est ça, entre 50 000. On a perdu 50 000 bitcoins là, cette semaine encore sur les plateformes exchange, toutes confondues. Bon, donc là aussi, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Les gens achètent du bitcoin en ce moment. Les institutionnels achètent du bitcoin. Et ils les stockent dans des cold wallets à part, sécurisés, loin des plateformes exchange centralisées. Ça aussi, c'est à prendre en compte quand même. Et enfin, je passe notamment à Google Trend, là pour vous dire effectivement que je vous disais tout à l'heure sur le sentiment actuel en fait du marché crypto, ben, on est très loin effectivement des tendances à l'euphorie. On le voit très bien ici, regardez. Là, on a carrément le sentiment, le Google Trend de Bitcoin qui est retombé en dessous des 25 points. On est à 18 points désormais, alors que le Bitcoin est quand même à 110 000 $. Là aussi, ça fait rêver et on est très très loin des pics de 2017 et de 2020-2021, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? Donc même novembre 2024, nous n'avions même pas dépassé, quand le Bitcoin était vraiment une explosion nucléaire du Bitcoin en novembre 2024, on n'a même pas dépassé les 47 points au niveau mondial, au niveau des recherches Google. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que la masse peut-être a été lassée ou considère que le Bitcoin est trop cher. J'en avais déjà parlé, il y a un levier psychologique là-dessus. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que là, derrière, après, vous avez les intérêts par région. Vous avez le top 5 aujourd'hui de l'intérêt par région au niveau du Bitcoin. Et regardez, le numéro 1, c'est le Nigeria. Et ça devrait interpeller quand même, que le Nigeria, là-bas, la population du Nigeria, eh ben, ils sont à fond sur le Bitcoin. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh ben, là-bas, vous avez une crise énorme économique. Et c'est une crise économique, mais également monétaire. Au niveau de la Banque centrale du Nigeria. J'avais carrément fait une vidéo il y a 2-3 ans sur le Nigeria, justement pour expliquer que c'est le bordel en fait là-bas, et qu'ils sont en train de vivre en une hyperinflation au niveau de leur monnaie, et que la Banque centrale, le président de la Banque centrale du Nigeria avait été mis en prison carrément par leur propre gouvernement, tellement il avait fait n'importe quoi, pour vous dire, par incompétence. Donc aller en prison pour incompétence, vraiment c'est du jamais vu, même pour des politiques. Voilà, et c'est ce qui s'est passé au Nigeria. Et donc, pour vous dire que ça t'aurait interpellé quand même qu'au Nigeria, pourquoi ils sont tous à fond sur le Bitcoin? Eh bien, parce que le Bitcoin a remplacé quelque part, ou est en train de remplacer tout simplement la monnaie officielle là-bas du Nigeria. Parce que le système là-bas s'est effondré, en fait. Donc là aussi, ça doit interpeller. Donc, le Bitcoin, c'est pas uniquement quelque chose où vous achetez du Bitcoin pour quelque part vous enrichir ou protéger votre épargne ou débancariser ou autre. Non, c'est aussi également, en cas de crise économique, vous avez un moyen d'échange qui permet de subsister en fait et de survivre. Et les Nigérians ont très bien compris. Allez, je continue. Alors cette fois les amis, donc j'ai fini pour Bitcoin et vous avez compris, personnellement je reste ultra bullish, je me pose même pas la question de est-ce que c'est le bear market machin et tout. Non, vu le sentiment macro-économique avec les institutionnels dans la course et tout, c'est qu'une question de temps. Et le ratio liquidité et disponibilité d'offres de Bitcoin comparé à la demande, c'est qu'une question de temps et que le Bitcoin explose et entraîne forcément les altcoins derrière lui. Voilà, c'est qu'une question de temps. Et je ne parle même pas de la tokenisation d'actifs, du narratif IA, du narratif RWA, tout cet aspect, je n'en parle même pas, je vais en parler après. Mais rien qu'avec le Bitcoin, déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en plus de cela, on rajoute la crise monétaire. Et ça, je pense que peu de personnes en parlent aujourd'hui, c'est dommage. Parce qu'on a vraiment une crise géopolitique mondiale, monétaire. Enfin, la totale, de toute façon, on le voit bien. Je suis allumé la télé pour voir qu'il n'y a rien qui va. Donc, bon. Et en plus de ça, le Bitcoin, voilà, à travers l'exemple du Nigeria, il est parfait pour débancariser et subsister en cas de crise monétaire avérée. Et donc maintenant, écoutez, je vais passer au prochain projet, notamment VeChain en premier lieu, vous savez. Et là, c'est intéressant parce qu'on a une interview de Sunny Lu, le PDG de la fondation VeChain, qui en fait rappelle l'arrivée de la mise à jour Hayabusa. Et donc, il dit que c'est la mise à jour Hayabusa, comme vous voyez ici, va permettre simplement en fait de réduire l'inflation de 72,2% du VTHO. Et donc, ce sera fini, voilà, 70%, mais c'est 72,2% exactement de réduction de l'inflation du VTHO dans
cette mise à jour. Et donc, il faudra staker vos VeChain et en échange de votre contribution au staking de VeChain, vous serez récompensé en VTHO, mais sinon, vous n'aurez plus de VTHO directement dans votre portefeuille en échange juste d'avoir du VeChain. Alors ça, c'est fini. Il faudra vraiment le staker et faire quelque chose de précis. Et donc, c'est très bien expliqué également ici dans leur article. Hein, vous voyez, ils ont rappelé un peu leur écosystème sous la forme d'une ruche. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé désormais l'intelligence artificielle. Hein, allez, je fais l'effort d'utiliser Claude cette fois. Donc, on commence avec le début de l'article résumé en français par Claude. VeChain, une économie à 3 tokens comme une ruche. Hein, ce que je vous disais, le parallèle avec la ruche des abeilles. Donc VeChain fonctionne comme une ruche d'abeilles avec 3 tokens qui jouent chacun un rôle distinct dans un système circulaire et durable. Donc VeChain, donc VET, sécurise et gouverne le réseau, 85,98 milliards de tokens en circulation sur un maximum de 86,71 milliards. Bon, les détenteurs peuvent staker leur VeChain via Stargate pour sécuriser le réseau et gagner des récompenses. Donc ça, c'est un nouveau système et permet de participer à la gouvernance. Donc VeChain, quand même, vous voyez que le VET est quand même important dans le système, et donc avec la nouvelle mise à jour Hayabusa qui arrive là en fin d'année, enfin dans un mois, 2 mois, le système sera mis en avant grâce à ce système. VeChain sera mis en avant grâce à ce système. Après, vous avez VTHO, il faut le voir comme l'énergie, donc alimente chaque transaction sur la blockchain, comme les frais de gaz en fait. Avec la mise à jour Hayabusa, 100% des frais de transaction seront brûlés. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus de production de VTHO déjà sur à ce niveau-là, sur les frais de transaction, donc ça c'est bien. Plus le réseau est utilisé, plus le VTHO devient rare, créant un équilibre naturel entre activité et valeur, donc ça va être super aussi. Et le B3TR, voilà, là c'est intéressant, ce qui font le lien, parce que beaucoup de personnes se posent la question, à quoi sert le B3TR dans l'écosystème en fait du VeChain? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi ils n'ont pas utilisé justement uniquement le VeChain à la place du B3TR? En fait, la réponse est là, c'est que le B3TR et la plateforme VBTR DAO, il faut le voir comme la pollinisation, c'est-à-dire un facteur de croissance pour l'écosystème de VeChain, c'est-à-dire récompense les actions durables et positives dans le monde réel, donc d'où mon analogie avec, vous savez, le RWA du monde réel, avec des actions tokenisées par VeChain, c'est les seuls qui font ça à travers cette plateforme. Et donc le B3TR, il permet également d'alimenter l'écosystème du VeChain, VBTR, où il y a déjà plus de 5 millions d'utilisateurs qui gagnent déjà des B3TR au quotidien. Et ensuite, gagner du B3TR, consomme du VTHO, crée un lien entre comportement durable et valeur blockchain, en fait. Voilà. Donc, le réseau évolue avec la mise à jour Hayabusa. Seuls ceux qui stake leur VeChain via Stargate généreront du VTHO, réduisant l'inflation de 72,2%, alors 70%, hein, comme le disait plutôt VeChain directement avant. Plus de 13 millions ont déjà été créés avec plus de 6 milliards de VeChain stakés. C'est le moment de rejoindre l'écosystème, bref, en stakant sur Stargate. Voilà, donc voilà ce qui se passe exactement où on en est avec VeChain aujourd'hui. Et donc, dès que la mise à jour Hayabusa sera effective, je serai très curieux de voir l'impact quand même sur la tokenomics du projet. Allez, je continue. Donc là, je suis sur VeChain statistiques, hein, vous voyez. Et là, on voit qu'on a atteint les 13 866 000 nouvelles adresses à ce jour. Et donc, on a 13 130 adresses aujourd'hui. Donc, on voit que là, quand même, on a une baisse de momentum, hein, clairement. Parce qu'on est passé quand même d'une moyenne de 50-60 000 nouvelles adresses par jour à seulement 13 000. Donc là, quand même, on voit, attention, alors, le parcours quand même reste très beau en termes de nouvelles adresses, hein, je ne dis pas, mais il y a une baisse quand même de sentiment, et on le voit par rapport au sentiment général du marché que VeChain prend cher en fait également, comme d'autres projets, hein, en ce moment. Ensuite, alors là où c'est étonnant, c'est la tokenomique du projet, le nombre de, par exemple, de VeChain, on est à 1 684 459 holders, ce qui est 1000 ou 2000 de plus que la semaine dernière. Donc on voit bien que là, avec étonnamment la baisse des prix du VeChain, on a plus de holders qui arrivent sur ce projet, mais on voit quand même que la concentration du nombre de holders se fait toujours sur le VTHO et bien sûr sur B3TR, également avec la plateforme VBTR DAO. Et enfin, la TVL. Alors là, on voit qu'effectivement, ça rejoint tout à fait le sentiment de marché. Comme je vous disais, on a une baisse de la TVL et on a une baisse de l'arrivée de nouveaux holders, de nouveaux utilisateurs sur l'écosystème de VeChain, puisque là, vous voyez, la TVL est en baisse largement. Hein. Là, faut le dire quand même, c'est clair. Tout comme la TVL du projet Stargate, puisqu'on est passé quand même à un moment de 140 millions de dollars là, il y a 2 semaines,
à 109 millions de dollars de TVL sur le projet Stargate au niveau des farms, enfin protocole de farm. Et là, on voit que pour VeChain, la TVL donc, est à 4,06 millions de dollars, alors qu'à un moment, on était dans les 6 millions de dollars. Alors, c'est pas une catastrophe non plus, mais on voit vraiment qu'il y a un sentiment de baisse et que même au niveau du projet et de son utilisation, également, il y a de la baisse. Donc là, il faudrait faire attention quand même que ça ne redescende pas à des niveaux d'avant, hein, c'est-à-dire à 1,57 million de dollars. Parce que là, ça voudrait dire effectivement qu'il y a une capitulation en fait, des investisseurs sur le projet VeChain. Ce serait dommage quand même, mais après, c'est aussi, et c'est normal, je vous dis parce que là, je suis par rapport au USD au dollar. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vu que la TVL est calculée par rapport au dollar, je rappelle que le VeChain en ce moment, il se fait exploser au niveau des prix. Donc forcément, la TVL en dollars est en baisse. Ça ne veut pas dire qu'en fait, on perd du nombre d'utilisateurs, de transactions, etc. C'est qu'on perd en fait par rapport au dollar parce que le prix du VeChain est en chute. Par contre, si on reste en nombre de VeChain, pour avoir vraiment quelque chose de plus fiable, on voit qu'on est encore quand même très bon. Et on voit que d'ailleurs par rapport au dernier pic de 2022, on voit qu'on est encore, on a atteint des niveaux, on est quasiment en fait en termes de nombre de VeChain avec une TVL quasiment similaire à celle des prix en fait de 2022, de 2021-2022. Voilà. Et si on rajoute à cela la TVL qui n'est pas prise en compte par DeFi Lama de 109 millions de dollars, vous avez compris qu'aujourd'hui la TVL globale de VeChain, malgré la récente baisse là actuellement, eh bien a explosé les compteurs en fait par rapport au précédent cycle. Voilà, donc là, il manque juste en fait le momentum, et ce momentum, pour moi, j'ai déjà dit, ça fait 2 fois, je le dis déjà dans mes précédentes vidéos, c'est le narratif en fait RWA industriel. C'est-à-dire que VeChain doit vraiment, je pense, ça va être une priorité dans leur marketing, ou je sais pas, stratégie en tout cas, de se reconcentrer sur ce qui faisait la force de VeChain, et qui a toujours fait la force de VeChain initialement, c'est pousser les partenariats industriels avec des entreprises, des industries, des gouvernements, etc. Voilà, et pas se concentrer sur VBetter DAO, qui est très bien, hein, c'est clair, on le voit bien, ça pousse un momentum d'attirance de nouveaux holders, machin, sur l'écosystème, mais en termes de VeChain et de VTHO, c'est dommage, parce que, bon, ils ont un peu mis de côté tout ça, là. Donc j'espère qu'ils vont vraiment prendre le virage à 90 degrés. C'est bien parti avec le partenariat qu'ils ont annoncé de Lululemon, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'ils aient quelque chose de quand même de plus construit à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est vraiment. Mais après pour moi ce projet reste quand même extrêmement solide, hein, nouveau. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça bouge un peu les codes, même au niveau du web 3.0 avec leur système de RWA sur les actions tokenisées directement et non pas sur les actifs tokenisés. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même je pense qu'ils se mettent en question sur cet aspect-là, c'est important. S'ils veulent décoller, quoi, tout simplement par la suite, même si pour moi, je pense que je ne me fais pas de soucis pour le projet, parce qu'elle est très très bon fondamentaux déjà. Bon, allez, je continue, cette fois je vais passer au RWA, c'est sur justement l'aspect de titres et d'actions tokenisées, et donc je commence avec notamment Chainlink, et là un article de Cointelegraph qui explique que ça y est, on a un partenariat entre Chainlink et AI Unity, où en fait c'est justement tout ce qui est l'entreprise qui est déjà en conformité MiCA, vous savez, en Europe, hein, avec toute la régulation européenne, et bien que c'est allié à Chainlink pour expandre, en fait, pour étendre tout ce qui est les blockchains au niveau de l'Europe et en passant par la Deutsche Bank et DWS quand même. Donc on voit bien que là, Chainlink est en train même de construire son réseau qui est déjà tentaculaire en Europe à travers cette entreprise-là. Allez, je continue toujours avec Chainlink, et là c'est aussi un nouveau partenariat entre Chainlink et Stellar. Donc on voit que là on est en train d'assister à un maillage énorme au niveau du RWA sur toutes les blockchains majeures. Donc Chainlink, Stellar, après vous verrez Ondo. Mais en tout cas, ça y est, et l'objectif de Stellar à travers ce nouveau partenariat avec Chainlink, c'est justement d'utiliser la performance de data et les technologies en fait de Chainlink, CCIP notamment, pour intégrer ces data au sein de leur blockchain et en fait unifier quelque part le système financier global à travers Chainlink. Voilà, donc c'est quand même spectaculaire ce qui se passe au niveau de Chainlink, c'est que Chainlink est en train d'être vraiment, de devenir le leader incontesté, incontestable sur tout ce qui est les données, en fait les data on-chain.
Bon, c'est vraiment quelque chose de fou ce qui est en train de se passer pour Chainlink. Et donc là, j'ai un article de CoinDesk qui l'explique très bien. Le link de Chainlink rebondit de 3,6%, mais à la limite, ça, je vous dire, on s'en fout. Moi, je ne regarde pas les prix. Donc, depuis les plus bas, l'intégration de Stellar, bah, ça qui est intéressant, étend la portée des RWA. Donc, Stellar intègre le CCIP, les flux de données et les streams de Chainlink pour permettre le transfert d'actifs tokenisés entre différentes blockchains. On est en train d'assister vraiment à travers Chainlink également à l'interopérabilité en fait du narratif RWA à travers toutes les blockchains. Donc quand je vous dis que le narratif RWA il est là pour rester et pour exploser de façon nucléaire, c'est pas pour rien, c'est que tout est en train d'être mis en place là, exprès pour ça. Quand même fou. Et donc je continue. C'est pas fini, maintenant je vais passer à Ondo. Et là, Ondo, la même semaine, vous avez eu Stellar, vous avez eu l'entreprise Unity là en Europe, et maintenant vous avez Ondo Finance qui est déjà un énorme ponte. Hein, je vais vous expliquer après encore d'autres nouvelles sur Ondo, qui a déclaré également en fait un partenariat avec Chainlink cette semaine pour apporter donc la finance globale on-chain sur la blockchain. Voilà. Ils ont carrément fait un pavé de je sais pas combien de caractères de phrases pour expliquer leur partenariat entre eux, Ondo Finance et Chainlink. Donc ça y est, ils veulent vraiment en fait tokeniser tout ça à travers voilà plus de 100 leaders institutionnels de la finance. Donc on assiste vraiment à ça en temps réel entre le maillage donc de tous les projets, gros projets majeurs de la blockchain qui s'allie avec Chainlink, mais également de la finance traditionnelle qui s'allie avec Chainlink. Donc en fait Chainlink il est en train de devenir en fait le noyau dur du RWA en termes de data pour l'ensemble des acteurs de la finance traditionnelle comme DeFi mondial. Rien que ça. Donc Chainlink, vraiment les amis, je vous engage à regarder ce projet, à faire des recherches dessus, vraiment parce que je pense que ça va être nucléaire ce qu'il peut faire là dans les prochains mois, les prochaines années, ce projet. Bon, allez, je continue toujours, cette fois avec le RWA financier pur et dur, avec les titres, les actions, etc., puisque je vais passer à Ondo Finance. Et donc notamment avec nouvelle information donc, de BNB Chain, regardez, donc on a un nouveau partenariat entre Ondo Finance et la BNB Chain. Donc vous voyez que quand même, ça c'est différent. Rien qu'en une semaine, on a tous les gros pontes du RWA qui s'allient en tous les sens avec d'autres partenariats, avec d'autres projets qui sont tout aussi édifiants. Donc là, vous voyez que l'objectif à travers ça, eh bien, c'est pour Ondo Finance d'apporter tout le marché des actifs tokenisés sur la BNB Chain, c'est-à-dire Binance Smart Chain, comme vous pouvez voir ici. C'est-à-dire, je rappelle, hein, la Binance, donc la plateforme Exchange, et derrière, en fait, le fondateur CZ, hein, qui est derrière Changpeng Zhao, derrière ce projet. Voilà, et donc tout ça en plus est supporté par PancakeSwap, donc un des leaders, vous voyez, dans tout ce qui est la finance décentralisée. Ça devient n'importe quoi. Et donc au niveau de la TVL de Ondo Finance, bah, c'est pas étonnant que là, on a un projet vraiment, c'est spectaculaire. Vous voyez, la TVL, c'est chaque semaine, c'est toujours plus. Donc là, cette semaine, on voit, bon, ça n'a pas beaucoup monté cette semaine, mais on voit que globalement, le momentum de Ondo, il n'y a pas de baisse, quoi. C'est vraiment une ligne droite presque. Si on fait la courbe harmonisée de la ligne harmonisée de cette courbe. Bon, je continue. Donc, vous voyez, Ondo Finance est là, vraiment pour rester. Chainlink aussi. Et maintenant, vous avez Plume, le dernier arrivé. Le petit bébé, comme je dirais, mais qui est plus désormais un petit bébé, parce qu'il est en train de tout exploser lui aussi sur son passage. Donc ça y est, il a déclaré un partenariat avec WisdomTree, carrément, le gestionnaire d'actifs, quand même, qui gère 136 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Hein. Je rappelle, donc WisdomTree, un gros pond, qui, je rappelle, a un des ETF Bitcoin, et Ethereum également. Bon, rien que ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Plume? Eh bien, ils ont tout simplement tokenisé 14, alors c'est bien ça, c'est 14 fonds, tokenisé de WisdomTree directement sur leur réseau. Le truc, c'est des malades, les mecs. Voilà, et donc ils en sont là en 6 mois de. Ils sont sortis il y a 6 mois, 1 an, et déjà ils ont 14 fonds tokenisés des plus gros gestionnaires d'actifs mondiaux sur leur réseau. Alors, donc là, c'est vraiment un projet qui est en train de partir en vrille, mais totalement. Donc, je veux passer maintenant sur rwa.xyz et notamment regarder les métriques du projet Plume. Donc là, vous voyez, je suis sur le projet Plume. Vous avez des métriques de fou, tout est dans le vert. Vous voyez, alors que le projet, en plus, c'est noté, c'est ça qui est marrant, il est encore en version bêta.
Donc c'est quand même assez incroyable. Et donc les RWA value, on a plus 48% sur les 30 derniers jours. Le nombre de holders, souvenez-vous, la semaine dernière, grosso modo, nous étions à 260 000 holders de actifs de titres RWA sur le réseau Plume. Désormais, nous sommes à 278 933 actifs tokenisés de RWA sur ce réseau. Donc ça fait que grossir, vous avez compris. On n'a que le market cap de stablecoin qui a baissé de 15% là, à peu près sur les 30 derniers jours, alors qu'on a eu le même stablecoin des transferts sur les 30 derniers jours de plus 22%. Voilà, donc il y a juste le marché du stablecoin peut-être qui est en baisse là sur les 30 derniers jours sur Plume. Tout le reste, c'est dans le vert. Donc on voit également que même le taux de transfert, regardez, sur les 30 derniers jours d'actifs titrisés RWA sur le réseau Plume, c'est plus 45%. Métrique de fou. Et là, regardez, on a chaque semaine, en fait, des nouveaux acteurs du RWA qui viennent sur le réseau Plume. Donc là, on a eu notamment WisdomTree, regardez, qui est apparu, qui est juste là, WisdomTree Government Money Market Digital Fund. Carrément, ah ouais, j'ai pas compris que c'était en plus lié au gouvernement. Bon, voilà. Et donc on voit bien que chaque semaine, le réseau Plume attire de nouveaux acteurs de la finance traditionnelle, justement qui choisissent le réseau Plume pour tokeniser leurs fonds. C'est vraiment totalement n'importe quoi, clairement. Donc du coup, maintenant je continue, et là je suis sur pareil, la TVL de Plume. Alors là, la TVL de Plume, regardez, c'est vrai qu'elle plafonne, c'est assez étonnant de voir ça, elle plafonne autour des 250-230 millions de dollars. Mais après, là aussi, parce que le réseau Plume, je rappelle, hein, le titre Plume a baissé en termes de prix. Donc là aussi, c'est exactement le même sujet que pour VeChain, comme je vous l'ai dit, c'est que comme forcément, les tokens ont baissé en termes de prix, comme là, vous avez la valeur en dollars par rapport à la TVL, forcément, elle est baissée artificiellement par rapport à la valeur du prix. Mais par contre, si on regarde en termes de plumes, c'est-à-dire en nombre de tokens utilisés, stockés sur la plateforme, ça ne fait que grossir. Regardez, et c'est ça qu'il faut voir en fait. Ça ne fait que monter. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de plumes qui sont en fait utilisées dans la TVL et par les investisseurs. Voilà, donc le projet a un énorme également momentum en ce moment. C'est un des plus gros projets, je dirais, Plume récents en tout cas, sur le narratif RWA qui est en train vraiment de tout pulvériser sur son passage en termes de métriques. Vous l'avez vu d'ailleurs par vous-même. Et donc, pour revenir sur les métriques globales du RWA, on comprend bien qu'il se passe quelque chose sur ce narratif, puisque globalement, regardez-moi ça, tout est dans le vert également. Donc vous avez la totale RWA on-chain qui est de 35,81 milliards de dollars. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions à 34 milliards de dollars. On a plus 1,81 milliard de dollars de RWA on-chain en seulement une semaine. C'est fou, quoi. Le nombre de total RWA holder, là, de gens qui achètent des actifs RWA tokenisés, quels que soient les réseaux, on est désormais à 527 899 personnes qui détiennent ce genre de titres. Les stablecoins, là aussi, ça pète. Et le nombre de holders de stablecoins, là aussi, ça explose sur le RWA. Donc, on voit bien qu'on est en train réellement d'assister à une évolution de l'adoption du RWA qui est exponentielle, en fait. Clairement, la courbe, là, elle parle pour elle-même. Allez, je continue. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose quand même. Vous avez vu, les amis, sur le RWA, hein, je vous dis pas des choses sorties de mon chapeau, c'est clairement les chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Maintenant, je passe donc à Ripple et au XRP, et regardez-moi ça, quand je vous dis qu'on a vraiment un narratif RWA qui est en train vraiment de se construire globalement avec une infrastructure mondiale, eh bien c'est ça, c'est que là on a l'exemple parfait autour de Ripple, l'entreprise Ripple qui est derrière le XRP, puisque ça y est, on a un tweet de Coindesk ici qui explique qu'effectivement Ripple a organisé un événement, donc tous les ans organise ce qu'on appelle le Ripple Swell, et donc vous avez plus de 700 des plus grosses en fait voix institutionnelles au niveau mondial qui sont incluant donc des leaders du Nasdaq, de BlackRock, JP Morgan et de toutes les grosses pointures en fait de la finance traditionnelle et de la bourse et de la finance mondiale qui viennent et qui sont conviés à cet événement.
Voilà, donc ça va se dérouler du 4 au 5 novembre donc à New York, le Ripple Swell donc 2025, et CoinDesk sera le partenariat officiel au niveau des médias. Mais enfin, franchement, on se pose la question, mais que font tous ces pontes de la finance traditionnelle qui ils passent leur énergie à aller sur un tel événement? C'est pas pour rien. C'est que Ripple est en train également, là aussi, et je l'ai déjà montré la semaine dernière dans ma précédente vidéo, le maillage que fait Ripple avec l'acquisition des 5 dernières entreprises qu'ils ont fait pour construire quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils sont en train de construire, c'est pas rien, c'est tout simplement à travers donc le Hayden Road qui est devenu le Ripple Prime, à travers donc Metaco et à travers les autres 3 autres entreprises qu'ils ont rachetées. Eh bien, c'est de construire un maillage, là aussi, une infrastructure globale, en fait, pour assurer derrière tout ce qui est le transfert donc d'actifs au niveau mondial de façon tokenisée, mais également pour construire des services de tokenisation du RWA au niveau mondial en lien avec les autres ponts de la finance traditionnelle, en fait. Voilà, donc on est en train d'assister réellement en temps réel, et ça c'est, encore une fois, c'est pas, on va dire, le commun des mortels, si je puis dire, qui y a accès et qui le voit, c'est vraiment les institutionnels eux-mêmes qui sont en train de révolutionner Wall Street, en fait, en termes de 2.0, et de révolutionner toute l'infrastructure mondiale financière, tout simplement. Et donc, si vous avez la chance de le voir, et peut-être même d'investir vos billes là-dedans, à travers vos recherches, etc., eh bien, en fait, vous avez la chance peut-être de participer à une révolution, tout simplement, monétaire à travers le Bitcoin, mais également au niveau du RWA, c'est carrément une révolution financière, en fait. Tout simplement. Allez, je continue, et c'est là où ça devient aussi intéressant. Regardez, là j'ai un article plutôt de InvestX. Quelle est cette mise à jour de Ripple qui pourrait tout changer pour le XRP? Là c'est intéressant, on n'entend pas trop parler. Donc l'article date du 31 octobre 2025. Une mise à jour, donc s'appelle le ZK Prover, en fait, va mettre en place des nouvelles fonctionnalités donc transactionnelles, et c'est une opération stratégique face aux régulateurs américains notamment. Et donc le projet s'apprête à franchir un cap historique. Et donc, ce qui se passe, et qui est très bien expliqué dans cet article, en fait, c'est tout ce qui est le système de données privées. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, je rappelle, la blockchain, tout est public. Donc, demain, c'est pour ça qu'on dit que les terroristes, les criminels, en tout cas, qui ont compris le système de la blockchain, n'utilisent pas de bitcoin ou de transactions crypto pour payer et financer leurs activités criminelles, parce qu'ils savent très bien que s'ils utilisent la blockchain, leurs activités criminelles sont inscrites à l'encre indélébile, à l'infini, sur la blockchain et rendues publiques en plus. Donc tout ce qu'il ne faut pas pour les activités criminelles. Par contre, vous avez notamment des crypto-monnaies comme Monero, etc., qui sont spécialisées justement dans la transparence des données, même sur la blockchain. Et donc Ripple, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place grâce à leur ZK Prover? Eh bien, ils sont en train de mettre en place un système optionnel pour les institutionnels qui auront la possibilité de faire des transactions financières totalement non transparentes, justement, totalement privées sur la blockchain. Exactement dans le même système que Monero, mais là c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Voilà. Et ça va en lien, comme le dit l'article, et c'est très juste, je trouve, très clairement, c'est en lien avec aussi la nouvelle de l'acceptation des régulateurs, notamment, de la SEC aux États-Unis sur le XRP et Ripple. Voilà. Donc on voit vraiment que là aussi, ils sont en train de mettre en place quelque chose, les institutionnels sont en train vraiment de mettre quelque chose en place pour assurer tous les services, tous les outils très confortables en fait dans leur sens pour eux quoi. Bon, à travers notamment des services et des entreprises comme Ripple. Et pas que, également Chainlink qui va vérifier les datas, et les authentifier, Ondo Finance qui tokenise les actifs, Plume également qui fait comme Ondo Finance mais également dans un autre registre. Voilà, pas compliqué quoi. On voit ce qui se passe là, c'est quand même assez fou. Et maintenant je continue, les amis, je vais passer aux actualités crypto plus générales. Donc toujours RWA, vous voyez, je fais pas exprès, je tapais actualité crypto, je suis tombé dessus. Voilà, journal du coin, JP Morgan lance Kinexis et tokenise ses fonds d'investissement privés sur blockchain. Voilà. Donc là aussi, nouveau business mondial. La tokenisation est sans aucun doute l'une des plus grandes tendances de la crypto-monnaie. Et le principe est simple, il s'agit de créer une représentation numérique d'un actif réel sur la blockchain. Cela permet notamment d'améliorer l'accessibilité et la liquidité de ces actifs, également
ils le disent pas, mais de supprimer quasiment les coûts exorbitants des brokers de la finance traditionnelle. Et alors que de nombreuses entreprises se sont lancées dans la tokenisation, c'est désormais au tour du géant JP Morgan, une plus grosse banque mondiale, de passer à la vitesse supérieure après plusieurs déclarations d'intention. Voilà. Ensuite, toujours dans l'aspect RWA, mais là je passe plutôt au stablecoin pour vous montrer que c'est quand même un narratif juteux. Et bien là j'ai un article de cryptost.fr. Tether enregistre 10 milliards de dollars de profit depuis le début de l'année. Si Tether est déjà réputé pour engranger d'importants bénéfices grâce à son stablecoin USDT, elle le démontre à nouveau avec 10 milliards de dollars de profit depuis le début de l'année. Voilà, ils sont une centaine à Tether. Donc je vous dire que c'est les 100... ils sont contents, hein, les 100 employés de Tether, ils doivent se faire des bons chiffres à la fin du mois et des bons chèques, hein. C'est clair. Voilà, mais pour vous dire, quand même, le narratif du stablecoin et indirectement donc du RWA, parce que le RWA, je rappelle, ça assimile également le marché du stablecoin, eh bien, c'est quelque chose de très juteux. Et là où c'est intéressant, et voilà, c'est ça, c'est que là, j'ai un article de cointribune.com, les actifs du monde réel tokenisé pourraient atteindre 2000 milliards de dollars d'ici 2028. Le marché des actifs du monde réel tokenisé est sur le point de connaître un essor majeur. Actuellement évalué à environ 35 milliards de dollars, je vous ai montré les chiffres de RWA.xyz, c'est exactement 35,81 milliards de dollars précisément. Eh bien, hors stablecoin, ces actifs pourraient atteindre 2000 milliards de dollars d'ici 2028. Donc, vous voyez, quand même, c'est demain 2028 quand on fait la comparaison. Dans quasiment 2026, en gros, dans 2 ans et quelques, on sera à 2000 milliards. Est-ce que vous représentez quand même l'explosion nucléaire que ça représenterait là? Là, on ne parle pas d'un x10 en 3 ans. On parle quasiment d'un x100 là. Donc vous avez compris que toutes les crypto-monnaies qui sont en lien avec le RWA de façon directe, Chainlink, Ondo, Plume notamment, s'ils sont des projets qui sont avérés sur le long terme corrects, avec des bons fondamentaux, au niveau du RWA, ils ont la possibilité d'attirer des capitaux en termes de quasiment x100. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Standard Chartered. Un rapport de Standard Chartered. Donc cela représenterait une progression de plus de 5600%, illustrant le formidable potentiel de croissance de la finance on-chain. Et c'est tout à fait réalisable. Pourquoi? Parce que vous avez vu ils sont tous en train de mettre leur énergie, là, ils ne savent plus comment faire pour mettre leur énergie dans le RWA, parce que ça va leur apporter des centaines de milliards, voire des trillions de milliards en fait d'économies, et d'efficacité, et de disponibilité, comme le dit le rapport, etc. Voilà, et donc ce serait ce montant, en fait, que je dis très bien dans cet article, après, dans le rapport également de Standard Chartered, en fait, le RWA pur et dur rattraperait le marché des stablecoins. Pour vous dire tellement il serait fulgurant. Donc, quand vous avez vu tout ça, là je fais la conclusion un petit peu de l'aspect crypto dans la vidéo, après je passerai à l'or, mais vous avez vu que plus bullish que ça, vous n'avez pas. Donc c'est d'où l'intérêt, je vous le rappelle, une fois encore, d'avoir une stratégie et de pouvoir dézoomer au niveau de la macroéconomie pour constater que en fait les baisses qu'il y a aujourd'hui, moi personnellement pour mon avis, pour ma stratégie personnelle, c'est du pain béni pour recharger en fait. Voilà. Et je ne suis pas du tout secoué par les perturbations de marché quand je vois que derrière les fondamentaux solides dans le RWA, dans le Bitcoin, etc., du point de vue des institutionnels qui dirigent le monde et qui font la pluie et le beau temps, faut pas rêver, eh bien eux ils sont à fond quoi. Ils sont à fond, les mecs. Tu sais plus comment faire pour injecter du maillon là-dedans. Bref, donc plus bullish que ça, je suis désolé, je vais pas vous en parler 10 heures. Je suis encore extrêmement confiant sur la suite des choses. Après, sur le moyen long terme, on n'est pas à l'abri des corrections, encore une fois, comme je vous le dis, court terme. Bon, allez, je passe à l'or. Donc là, je suis sur Bullion by Post, hein, vous savez. On a eu une semaine donc plutôt mitigée sur le cours de l'or, puisqu'on a eu une baisse par rapport à la semaine dernière. On est à 113,73 € le gramme 24 carats. On a eu une baisse cette semaine, une grosse baisse jusqu'aux 107 € le gramme, et on a eu une remontée autour des 111. Donc globalement, là, on est dans un range entre les 113 et les 107 € le gramme 24 carats d'or pur. Donc là où c'est intéressant, là aussi je rigole quand même quand je vois certaines personnes qui disent que l'or c'est foutu. Quand je vois l'évolution de l'or sur 20 ans, 25 ans. Là encore, une fois encore, la psychologie humaine, elle est étonnante et elle est compréhensible également, bien évidemment. Ça fait jamais plaisir de voir qu'un actif
a chuté de 10%. Surtout que les personnes en général qui disent ça, c'est celles qui ont investi au moment où c'était le top en fait. Au moment où ça a 120 000, bon bah forcément quand il y a une courbe comme ça, il y a un moment où l'or doit corriger un petit peu avant de repartir à la hausse. Forcément, c'est logique. Mais bon, du coup, là où je voulais vraiment en venir, c'est l'hyperinflation de la République de Weimar, c'est ça. Voilà. Donc là, je vous montre la courbe de l'hyperinflation de la République de Weimar. Bon, sur Wikipédia, hein, je ne suis pas allé très loin, pour vous rappeler un petit peu le principe même de l'or. Faut savoir que là, vous avez vu la courbe de l'or sur 20 ans, ça a été une courbe quasiment exponentielle. Donc on se dirait effectivement, l'or en fait qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui part à la hausse, to the moon, à l'infini. Et donc on gagne de l'argent avec l'or. Mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que la courbe réelle que vous avez vue, c'est l'inverse. C'est la courbe en fait de la chute de la valeur des monnaies comme l'euro, le dollar, le yen, tout ce que vous voulez, en termes de monnaie fiat. Donc c'est pas l'or qui prend de la valeur en fait. Là on est en train d'assister à l'effondrement des monnaies fiduciaires gouvernementales, donc euro, dollar, etc., en lien avec les dettes. Et donc, je vais vous donner l'exemple criant il y a 100 ans, hein, c'est pas nouveau ce qui se passe. Hein. C'est déjà arrivé il y a 100 ans en Allemagne, dans un cas quand même un peu plus spécifique, parce que c'est la fin de la Première Guerre mondiale, parce que là je parle de 1918. Donc fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne allait l'essuver, bon c'était fin de la guerre, faut tout reconstruire, elle est sous sanctions en gros économiques, bon compliqué de commercer, donc le seul moyen, le seul levier d'action qu'a l'Allemagne pour financer en gros ses travaux, c'est justement de faire marcher la planche à billets quelque part et d'imprimer elle-même son propre argent, c'est-à-dire à l'époque le mark qui était encore étalonné par rapport à l'or. Résultat, eh bien déjà, direct, vu qu'elle finance elle-même son propre argent en créant son propre argent sans contrepartie réelle de valeur, eh bien elle crée sa propre inflation. Bim, direct, parce qu'elle imprime elle-même de l'argent à l'infini. Et donc, entre 1918 déjà et 1920, on a une inflation déjà de plus de 20%. C'est quand même étonnant quand on fait le parallèle avec ce qui se passe depuis nous, le Covid ou la guerre Russie-Ukraine. On a eu une inflation d'entre 12 et 20% déjà. Bon, après, bon, je dis pas que tout va se passer pareil, que je vous rassure que la République de Weimar, non, 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 mais juste pour vous faire le parallèle de ce qui s'est passé dans le passé et pour vous faire le lien avec l'utilité de l'or et de l'argent à cette époque-là. Et donc, après, on a eu une vague où ça s'est stabilisé, où on est resté quand même à une inflation de 10% par an hein, sur la République de Weimar, 10-15%. Et puis après, eh ben, en fait, on a eu une perte de confiance totale de la part de tout le monde. Hein, voilà, à ce niveau-là, c'est tout le monde a perdu confiance dans la monnaie, le mark. Et résultat, boum, on a eu vraiment une hyperinflation. C'est-à-dire qu'un mark de 1918 valait 1 trillion de marks en 1923. Donc, grosso modo, un paquet de pâtes en 1918 eh bien, valait 1 mark, coûtait 1 mark. En 1923, le même paquet de pâtes valait 1 trillion de marks pour en acheter un. Donc, résultat, vous aviez dans les livres d'histoire, vous savez, vous voyez, il y a des images avec des gens qui ont des brouettes de billets, littéralement, mais c'est pas des blagues, hein, c'était réellement comme ça, pour aller acheter une baguette de pain, quoi. Et ça, c'est encore en vigueur aujourd'hui, par exemple, au Venezuela, c'est comme ça. Au Liban, c'est ce qui est en train de se passer. L'Argentine, eux, ils sont en train de s'en sortir, mais ils ont connu un moment une hyperinflation de 100% par an, par exemple. Voilà. Donc, je vous dis pas que nous, on va diriger vers ce scénario-là, mais on a quand même des similitudes d'inflation, c'est-à-dire que déjà les 20% qu'on connaît depuis quelques temps, c'est lié tout simplement à l'impression d'argent. C'est-à-dire que là, la Banque Centrale Européenne, là, plutôt que d'imprimer de l'argent et de le donner à l'Ukraine, elle ferait mieux, d'imprimer de l'argent, mais de construire des usines, de construire des services, enfin des choses utiles à l'Union Européenne pour commercer derrière, pour créer de la valeur. Chose qu'on ne sait pas faire parce qu'on est de gauche. Voilà, pour vous dire. Ça, c'est le régime socialiste pur et dur, c'est la gauche pure et dure, il donne de l'argent qu'on n'a pas. Voilà, bon, c'est comme ça. Et donc, résultat, avec l'or et l'argent, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme, imaginez le marché immobilier, notamment à l'époque, vu qu'un mark, c'était 1 trillion, une maison, vous imaginez même pas que même les milliardaires à l'époque allemands, en valeur mark, ne pouvaient rien faire, ne pouvaient rien acheter. Donc, par exemple, le marché immobilier s'est effondré sur lui-même, puisqu'on a eu une époque où vous avez des maisons qui étaient à plusieurs trillions de marques, mais avec 0 acheteur devant. Donc forcément, les prix sont effondrés. Et donc, à l'époque, avec une pièce d'or, puisqu'en plus c'était basé sur le étalon or, à l'époque, le mark, eh bien avec une pièce d'or, vous achetez un appartement en Allemagne. Et avec une pièce d'argent, vous pouviez en fait troquer contre les biens de la vie de tous les jours. Voilà l'utilité de l'or et de l'argent. Donc, moi, quand je vois des personnes aujourd'hui qui me disent l'or, faut en acheter pour gagner de l'argent, je dis attention,
Parce que oui, vous allez faire des plus-values peut-être sur quelques années, ou même sur le long terme, mais le fondamental réel de l'or aujourd'hui, c'est vraiment un bouclier contre l'inflation. Et en fait, par exemple, si vous vouliez acheter une maison en 1980, qui valait dans les 50 000 dollars à l'époque, pour 4 personnes, hein, bon, ça fait rêver, c'est vrai, mais c'était ça, eh bien, il fallait 268 onces d'or. Aujourd'hui, en 2025, la moindre maison, on le voit, bah, il faut minimum 500 000 dollars pour 4 personnes, une famille lambda, 500 000 dollars, entre 300 et 500 000 dollars, moi je vais être large, et il faut toujours la même quantité d'or, 268 onces d'or. Donc on voit bien que la valeur intrinsèque de l'or par rapport au troc, par rapport aux objets, en fait, elle ne change pas. Voilà. Bon, c'est pour ça que je voulais vous faire le point quand même, un petit rappel. Quand je vois notamment tout le monde s'excite sur les cours de l'or là, enfin beaucoup de gens en tout cas je vois se disent ouais les cours de l'or effectivement c'est énorme, même à la télé, hein, je vois des fois sur BFM, enfin bref, s'excite et tout. Mais attention, c'est cours de l'or, c'est vraiment, c'est à la base c'est pas pour s'enrichir, c'est vraiment pour bloquer, pour un portefeuille défensif au cas où, pour diversifier, pour avoir une débancarisation, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux en fait que l'or aujourd'hui pour se protéger de la volatilité économique et des crises économiques monétaires qui sont en cours là. Donc l'or c'est vraiment le numéro un en termes d'achat, même devant le Bitcoin pour moi du coup pour le moment. Pour se préserver, en plus c'est tangible. Donc s'il y a une crise, tout ce qui s'effondre, bah, au moins vous avez quelque chose de tangible pour échanger, et ça avec l'argent, et puis l'argent, alors je vais pas revenir là-dessus, mais l'argent, j'ai montré la semaine dernière, on est en train, effectivement, ça avéré, d'assister à une crise, une pénurie d'argent au niveau mondial. Les banques n'ont plus assez d'argent et ont coupé d'ailleurs les échanges interbancaires d'argent, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les coffres, en fait. Voilà, donc ça c'est la LBMA qui est en crise d'argent, vous pouvez taper LBMA, crise silver, et vous verrez que vous tomberez sur les articles qu'il faut. Bon, voilà les amis, donc vous voyez que c'est quand même pas triste hein, ce qui se passe aujourd'hui. On a vraiment aujourd'hui si on devait faire une liste dans l'ordre de ce qu'il faudrait acheter entre guillemets pour se protéger, ben vous avez l'or, l'argent, c'est évident, en tout cas en valeur physique, le Bitcoin ensuite derrière, et si vous voulez prendre effectivement, avoir un portefeuille plus agressif avec des objectifs de rendement sur long terme, et ben donc du coup bah, Bitcoin, mais qui fait aussi office de valeur or quand même, c'est l'or numérique, mais également tout ce qui est actif RWA, tokenisation d'actifs sur la finance traditionnelle, et également le narratif de l'IA, même si j'en ai pas parlé, forcément il reste extrêmement puissant le narratif de l'IA aujourd'hui. Bon, d'ailleurs en partie lui qui cause la crise de l'argent physique au niveau mondial, puisque c'est l'industrie, je rappelle, qui est en train de capter l'argent physique au niveau mondial, et comme le narratif de l'IA consomme de l'argent, bon bah voilà, vous avez compris, l'IA est en train de faire flinguer notre réserve d'argent mondiale. Bon, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses de ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis. Dans tout ça, on est là pour partager. Et puis sinon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end. La bise, ciao.